En République démocratique du Congo, le mouvement rebelle du M23 a repris les villes de Kinyanja et de Rutshuru dans le nord Kivu, au nord de la capitale provinciale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, avaient annoncé samedi qu'elles contrôlaient ces deux villes. Le général Soutani Makenga, chef militaire et politique du M23, avait déclaré le même jour que l'occupation de ces deux positions par les forces gouvernementales était illégale et que celles-ci devaient les quitter sans négociation. Le porte-parole de FARDC, Olivier Benga, avait expliqué que les troupes de Kinshasa étaient entrées dans ces villes parce que le M23 les avait abandonnées et que les rebelles rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda et les miliciens Mai Mai s'y livraient à des exactions contre les... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, plus de 200 personnes ont été tuées, plusieurs blessés, près de 300 maisons incendiées à Kichanga, à 80 km à l'ouest de Goma. C'est le bilan d'affrontements la semaine dernière entre le groupe armé Mai Mai APCLS de Janvier Murere et l'armée régulière. Les victimes sont en majorité de la communauté Oundé, à laquelle appartient le chef de la milice APCLS. L'on signale également le retrait des militaires FARDC de Rutshuru qui ont cédé la place en moins de 24 heures aux rebelles du M23 qui ont repris le contrôle de Rutshuru et de Kiwanja. Une insécurité récurrente dans l'est de la République démocratique du Congo. Le point à Goma avec notre correspondant Primo Pascal Rudaïgwa. La situation est confuse et tendue depuis le week-end dans les territoires de Masisi et de Rutshuru. Le bilan est lourd à Kichanga, une cité à cheval entre les territoires de Masisi et celui de Rutshuru, où la guerre a pris une connotation tribale, explique Chiza, acteur de la société civile du Nord Kivu. À Kichanga, on déplore 170 tués, une trentaine de disparus. Au total, ça nous donne autour de 200. Le bilan continue, il est provisoire. Mais on regrette puisque ça prend de l'ampleur interethnique, c'est ce qui est trop grave. À Rutshuru Centre, par contre, c'est la psychose après le retrait des militaires FARDC qui avaient repris le samedi les positions du M23 qui s'étaient retirées momentanément. À Rutshuru, ça devient le jeu de ping-pong. Tantôt on nous parle des éléments du M23 qui contrôleraient Kiwanja ou Rutshuru. Tantôt on nous parle des groupes armés, Mai Mai, autres, FDLR, mais tantôt on nous parle des FARDC. Ce qui nous tique, nous, au niveau de la société civile, c'est de voir que les FARDC peuvent investir une cité comme Kiwanja, Rutshuru, et puis se retirer par l'ultimatum des rebelles. Le gouvernement provincial du Nord Kivu est inquiet de tous ces événements. Madame Marie Matsi est ministre du Plan et porte-parole du gouvernement provincial. La cité de Kichanga vient d'être encore sinistrée alors que les efforts de cohabitation et d'instauration de la sécurité y étaient consentis par le gouvernement provincial. Nous condamnons avec la dernière énergie ces cas de la barbarie humaine qui viennent d'arracher, une fois de plus, les vies humaines à nos compatriotes. Marie Matsi Baeni lance un message aux communautés et à la jeunesse du Nord Kivu. Le gouvernement provincial appelle les communautés du territoire de Masisi en particulier, celles du Nord Kivu en général, à l'unité et à la cohabitation. Un appel pathétique est lancé aux jeunes à se désolidariser des groupes armés qui endeuillent nos localités respectives. Goma, Primo Pascal Rudaïgwa, La Voix de l'Amérique. Plus au nord, à Beni, le directeur du journal Les Coulisses a comparu devant les juges ce week-end. Son procès se poursuit demain mardi. Il est accusé de diffamation par un responsable local des douanes. Sur les minutes du procès, Idriss Fall a joint à Beni notre confrère Nikez Kibel Belouka, directeur du journal Les Coulisses. Nous étions à 84 km de Beni, c'est-à-dire à la frontière, où nous devions confronter certains documents que nous avions avec ce que la partie plaignante avait, donc la douane et la caisse d'épargne. Tout a tourné autour de cela. Mais il faut noter simplement que le journal avait sorti l'article au mois de mai en disant que la douane, donc le plaignant n'avait pas versé l'argent au compte du Trésor. Le plaignant a présenté un document qu'il aurait versé au mois de novembre, donc 6 mois après la sortie du journal. Alors nous espérons bien que le tribunal va apprécier, parce que nous avons écrit une tempore non suspecto. Quand est-ce que vous retournez devant le juge? Maintenant, le mardi, on va encore entendre d'autres témoins, c'est-à-dire un autre service de l'État qui s'appelle OGFREM, on l'entendra pour qu'il précise s'il avait touché cet argent ou pas, et après le juge appréciera.
Mais il faut noter que le droit congolais est assez drôle. On ne nous accuse pas d'avoir dénoncé la fraude, on nous accuse de diffamation. C'est-à-dire que les juges ne jugent pas la fraude, ils jugent la diffamation, sinon la dénonciation avait été faite méchamment. Donc on peut frauder pourvu que la dénonciation ne soit pas méchante. Donc on nous poursuit pour la diffamation si les termes que nous avons utilisés sont méchants, mais pas parce que la fraude a existé. La fraude peut être là, ça c'est pas le problème du juge. Pour rappel, qui est-ce qui vous poursuit pour diffamation? C'est le sous-directeur de la douane de Béni qui nous poursuit pour diffamation parce que nous avions dénoncé les passages de 14 véhicules de bois au mois de mai et ce passage s'est fait hors système informatisé. Et ils l'ont fait à la main, mais comme nous disons, lorsque nous avons publié l'article, il n'y avait aucune preuve de paiement, aucune trace. Presque 11 mois après, quand on nous poursuit, la partie adverse a eu le temps de se préparer et même de présenter des documents qui n'existaient pas avant. Mais comme je le répète, le tribunal ne nous poursuit pas pour les faits dénoncés, pas pour les faits de fraude, il nous poursuit pour la diffamation. C'est-à-dire voir si notre dénonciation a été méchante ou pas, malgré le manque à gagner pour les comptes du Trésor. Nikes Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Béni. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. On s'est écrasé hier à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ça s'est passé en fin d'après-midi. L'avion de la compagnie CA Fly Congo faisait la liaison entre Lodja dans le Kasaï oriental et la capitale du Nord Kivu. L'appareil à hélice, un Fokker 50, a raté son atterrissage. Il est tombé sur un quartier résidentiel. Pas de bilan officiel pour le moment. Il y avait a priori 9 personnes à bord et la police dit avoir sorti 5 cadavres de l'appareil. Les recherches ont été interrompues dans la soirée. On attend une déclaration du ministère des Transports. Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes de l'accident. Kamanda Wakamanda Muzembe. 2 ou 3 minutes avant le crash, rien d'anormal dans les communications avec la tour de contrôle de Goma. Alors, que s'est-il passé? Les enquêteurs vont en effet tenter de répondre à cette question. Mais dans un premier temps, Justin Kalumba, le ministre des Transports, a épinglé le mauvais temps, la pluie, l'orage. Ces conclusions de la cellule de crise instituée depuis hier même par le gouvernement pourrait aussi signifier les difficultés qui sont réelles pour tous les vols à l'approche et au départ du chef-lieu du Nord Kivu. Même les aviateurs les plus aguerris témoignent des élucubrations auxquelles les pilotes recourent pour réussir les manœuvres de décollage ou d'atterrissage. La piste de l'aéroport de Goma avait été raccourcie par les laves depuis l'éruption volcanique du début des années 2000. Tous les travaux de réhabilitation prévus se sont arrêtés en cours de chemin. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Au nord-ouest de Goma, dans le territoire du Massissi, les Nations Unies parlent d'au moins 80 morts à Kichanga après plusieurs jours d'affrontements entre l'armée congolaise et les miliciens de la PCLS. Ces derniers ont réussi à prendre le contrôle de Kichanga ce dimanche. 300 personnes se sont réfugiées autour de la base locale de la MONUSCO. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Greenpeace Afrique vient de publier un nouveau rapport accablant dénonçant, je cite, le chaos organisé qui règne dans le secteur de l'exploitation forestière en RDC. Le rapport intitulé « Couper l'exploitation forestière illégale en RDC, un mauvais scénario » braque les projecteurs notamment sur l'absence de transparence et d'application des lois dans le domaine forestier, tandis que des pans entiers de la deuxième plus grande forêt du monde sont dévastés impunément et au détriment des communautés locales et du trésor congolais. Le rapport a été présenté hier lors d'une conférence de presse à Kinshasa par la chargée de campagne de Greenpeace Afrique, Irène Wabiwa. Jean-Marie Nkamboua, directeur de publication du journal L'Avenir et du nombre des journalistes qui relayent régulièrement au grand public l'information de protection de l'environnement en RDC. On l'écoute. Greenpeace dénonce l'exploitation illégale de la forêt en RDC qui ne répond pas aux critères universellement admis par tout le monde. Par exemple, en RDC, comme dans d'autres pays africains, on peut exploiter une forêt sans pour autant tenir compte de la population environnante, sans pour autant améliorer les conditions de vie des populations qui entourent la forêt.
Et comme conséquence, au lieu que la forêt qui est une richesse apporte du bonheur à la population, au contraire, c'est la pauvreté, c'est la misère qui devient le lot quotidien de toutes ces populations-là. Alors, quelles sont les régions les plus particulièrement touchées par ces dégâts? Les régions qui ont été épinglées dernièrement, et il y a d'abord la province du Bandundu où il y a un désordre indescriptible. D'ailleurs, Greenpeace avait alerté les autorités par rapport à des crimes qui avaient été saisis quelque part, mais curieusement, après quelques jours, Greenpeace constatera que des mentions ont changé sur ces crimes et étaient en droit de pouvoir vendre leurs grains sans problème. Alors, est-ce que le gouvernement congolais a entrepris quelque chose justement pour changer cette situation? Aujourd'hui, nous avons un code forestier, mais comme vous savez très bien, le code doit être vulgarisé et c'est une loi et doit avoir le temps d'être mise en place, d'être expliquée afin que les uns et les autres comprennent les bien fondés. Mais je me rends compte que ce code-là n'est pas appliqué. Au-delà du code, il y a aussi le gouvernement, pratiquement les ministres de l'Environnement, qui dit que moi je peux me limiter seulement à des sanctions administratives, comme les retraits des permis et consorts. Et que, par exemple, lorsque la justice ordonne à une entreprise d'élever ses crimes, le ministère ne peut pas s'opposer. Voilà les difficultés auxquelles le ministère est confronté. Et pourtant, la solution devrait peut-être être celle qui consiste à inscrire les recettes issues de la forêt dans les budgets nationaux. Parce que dans notre budget de cette année, il y a eu beaucoup d'innovations. On y a inscrit, par exemple, la taxe qui est payée à l'aéroport. Alors, moi, je pense que non, la solution viendrait, par exemple, par l'inscription des recettes issues de la forêt dans les budgets nationaux. Comme nous savons que le Premier ministre s'est battu afin de maximiser toutes ces recettes, alors l'occasion lui sera donnée afin d'insister pour que les ministres du secteur veillent dans son secteur et que le secteur contribue efficacement au budget de l'État. Ainsi, on aura le temps de pouvoir jeter un coup d'œil dans l'assiette, voir ce qui ne va pas et arranger la situation. Mais si on ne responsabilise pas les ministres concernés ou bien les gouvernements, on pourra toujours naviguer à vue. Jean-Marie Nkamboua est directeur de publication du journal L'Avenir. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Des différents. Et puis, en République démocratique du Congo, le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a lancé ce mardi à Genève un nouvel appel de fonds d'un montant de près de 70 millions de dollars visant à aider des milliers de civils congolais déracinés dans l'est de leur pays, mais aussi au Burundi, en Ouganda et au Rwanda. Ces fonds permettront au HCR de subvenir aux besoins des personnes vulnérables déjà touchées par les violences, tout en anticipant également sur d'éventuels mouvements de population. Explication de Fatoumata Le Jeune Kaba, porte-parole du HCR à Genève. On a eu, vers la fin de l'année dernière, à peu près 1 demi-million de personnes déplacées à cause des affrontements entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales, plus d'autres groupes armés. Ces mêmes groupes, aujourd'hui, continuent à s'affronter sur le terrain et à provoquer des déplacements. On pense que, en plus des 453 000 Congolais déjà déplacés dans leur pays, dans les pays voisins, nous en aurons davantage. Et donc, il nous faut des fonds non seulement pour assister ceux qui sont déjà déplacés, mais aussi ceux qu'on projette pour cette année, vu que la situation continue à se détériorer sur le plan de la sécurité. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Sur la République démocratique du Congo, Greenpeace Afrique vient de publier un nouveau rapport accablant dénonçant, je cite, le chaos organisé qui règne dans le secteur de l'exploitation forestière en RDC. Le rapport braque les projecteurs notamment sur l'absence de transparence et d'application des lois dans le domaine forestier, tandis que des pans entiers de la deuxième plus grande forêt du monde sont dévastés impunément et au détriment des communautés locales et du trésor congolais. Le rapport a été présenté hier lors d'une conférence de presse à Kinshasa par la chargée de campagne Greenpeace Afrique, Irène Wabiwa. Oniswa qui ose dénoncer le trafic illégal du bois dans certaines régions de la RDC. Nikez Kibel-Beloka, un journaliste de Beni, dans l'est du pays, se dit poursuivi et harcelé pour diffamation, mais selon lui, il a simplement dit la vérité. Nous l'écoutons. Nous avons publié au mois de mai 2012 un article qui faisait état de 14 véhicules contenant 977 tonnes de bois qui sont passés par la douane sans trace, c'est-à-dire sans avoir versé de l'argent pour les comptes du Trésor, après avoir tripoté le système informatique qu'on appelle ici Sidonia.
après 10 mois, le sous-directeur de la douane qui a porté plainte a sorti des preuves de paiement qui datent du mois de novembre 2012, alors que l'article est sorti au mois de mai, où il faisait état de la douane qui n'avait rien perçu. Alors, nous avons contesté les documents qui avaient été fabriqués après la sortie de l'article. C'est ça, en fait, le problème. Mais vous savez, on nous a accusés de diffamation. En droit congolais, comme l'a dit le président du tribunal, on ne voit pas la fraude, mais on voit la méchanceté qu'on peut retrouver dans les propos dans l'article. C'est-à-dire que même si l'État a eu des manques à gagner, ça c'est pas le problème de la justice. Le problème de la justice, c'est de voir si le journaliste a diffamé, a écrit des propos méchants contre le sous-directeur de la douane. Alors nous sommes en train de montrer que, effectivement, pendant cette période, il y a eu 135 véhicules qui sont passés par la douane et où il n'y a pas assez de traces et qu'il y a de la déforestation terrible au niveau de la province orientale qui ne profite pas à l'État congolais, qui ne profite pas à la population riveraine. Nikez, vous étiez au tribunal hier, comment cela s'est passé? Oui, hier mardi, nous avions eu un procès fleuve qui a duré 7h10 d'audience. Il était question pratiquement d'entendre 2 témoins sur notre demande, un service de l'État qu'on appelle OGEFREM, plus le service de l'environnement qui note le passage du bois entre la province orientale et la province du Nord Kivu. Le service de l'État OGEFREM a reconnu n'avoir jamais perçu ces droits qui devaient être versés par la douane. Cela signifie que ça conforte notre position que les 14 véhicules sont passés sans rien verser à la douane. Le service de l'environnement, quant à lui, a donné les statistiques selon lesquelles il y a eu pratiquement 40 véhicules de mêmes exploitants qui sont passés entre le 1er avril et le 15 mai 2012. Vous allez retourner au tribunal vers la fin de ce mois? Nous allons retourner au tribunal le 26 mars parce que là, la partie qui est accusée a demandé que, au niveau de Bunia, le receveur de Bunia, de la douane de Bunia, vienne témoigner. Donc, il avait signé le passage de le transfert de ces véhicules au lieu que ça puisse passer par la douane de la province orientale pour que ça puisse passer par la douane du Nord Kivu. Le journaliste congolais Nikez. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ban Ki-moon demande au Conseil de sécurité de l'ONU de renforcer rapidement le mandat de la MONUSCO. Le secrétaire général de l'ONU veut pouvoir lutter contre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Au sujet d'un de ces groupes, le M23, des négociations sont en cours depuis le mois de décembre et les autorités congolaises se disent prêtes à un accord. Elles proposent aux hommes de Sultani Makenga une intégration dans l'armée nationale, sauf pour les hauts gradés dont le cas sera évalué séparément. Cette proposition va être présenté aux médiateurs. Et toujours dans l'est de la RDC, d'autres groupes armés sont actifs. Dans le Massissi, les violences durent depuis une dizaine de jours à Kitshanga entre miliciens de la PCLS et soldats congolais. Des combats qui ont déjà fait 80 morts et des milliers de déplacés. Cyril Ben-Simon. À Kitshanga, chaque jour, les armes crépitent. Les tirs sont tantôt horizontaux, tantôt verticaux. Selon les témoignages obtenus sur place, le centre-ville détruit a été déserté par la population. Dans l'espoir de trouver un peu de quiétude, des milliers d'habitants sont partis se réfugier autour du camp de la MONUSCO, suspectés d'être des combattants ou des soutiens de la PCLS. Les jeunes de la communauté Houndé sont particulièrement visés par les militaires du 812e régiment d'ex-rebelles du CNDP intégré à l'armée. Hier, 11 d'entre eux ont été raflés, 8 ont été relâchés, mais où sont les 3 manquants? Cet habitant, réfugié dans le camp de la MONUSCO, témoigne, mais à une seule condition, rester anonyme. Premièrement, il n'y a pas l'assistance ici. La population est en train de souffrir, il y a des maladies qui sont en train d'attaquer les gens. Et aussi, dans la base, il y a eu des coups de balles qui ont blessé certaines personnes dans la population, un mort même. L'armée ne se comporte pas très bien vis-à-vis de la population. Et c'est la raison pour laquelle la population refuse de rentrer encore dans les centres de Kitshanga, puisqu'ils n'ont pas encore la confiance avec cette armée soi-disant régulière. Selon une bonne source, il y a 5 jours, l'état-major congolais a donné l'ordre de relever le 812e régiment de sa position pour y affecter une autre unité. Hier, cet ordre n'avait toujours pas été exécuté. En Guinée... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le secrétaire général des Nations Unies a présenté hier au Conseil de sécurité son rapport sur la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire demeure fragile dans l'est du pays, a fait noter Ban Ki-moon qui, à cette occasion, a demandé au Conseil d'y autoriser le déploiement d'une brigade d'intervention rapide. C'était au siège de l'organisation à New York, la correspondance de Herman Humbo.
Devant les 15 membres de l'organe chargé de la paix et de la sécurité internationale, Ban Ki-moon a soulevé la nécessité d'autoriser le déploiement d'une brigade d'intervention rapide au sein de la MONUSCO. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste fragile et requiert des actions urgentes, a plaidé le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Cette brigade d'intervention aura la possibilité de mener avec ou sans les FARDC des offensives contre tous les groupes armés qui déstabilisent l'est de la RDC. Avec la nouvelle brigade que propose Ban Ki-moon en accord avec les Africains, le mandat de la MONUSCO sera resserré pour se concentrer sur les tâches sécuritaires et des drones seront utilisés pour surveiller les frontières de la RDC, se félicite son représentant près l'ONU, Ignace Gata Mavita. Une telle composante est indispensable pour créer les conditions nécessaires en vue d'obtenir de toutes les parties les engagements permettant la réalisation d'une paix durable en République démocratique du Congo et dans toute la région. Vitali Churkin de la Russie est le président du mois du Conseil de sécurité. Vu le souhait exprimé par certains membres du Conseil, peut-être que nous allons adopter la résolution d'ici la fin du mois. Pour une bonne mise en œuvre de cette initiative qui découle de l'accord cadre signé à Addis Abeba le 24 février 2013, Ban Ki-moon entend désigner dans les tout prochains jours un envoyé spécial pour la RDC. Il aura pour mission d'appuyer, de coordonner et d'évaluer ensemble avec les États de la région la mise en œuvre de cet accord de paix, de sécurité et de coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs. Irénée Herman Humbo, New York, BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a demandé au Conseil de sécurité de renforcer rapidement la mission de l'ONU en RDC, une requête qui ne semble pas recueillir l'unanimité au sein de l'ONU. Monsieur Ban a rappelé que cette unité de 2500 hommes aurait la capacité de mener des opérations offensives contre tous les groupes armés qui menacent la paix dans l'est de la RDC. Alors que le duo Chine-Russie soulève des objections de principe, les États-Unis doutent des capacités militaires de la MONUSCO, a indiqué un diplomate à l'AFP. L'ambassadeur de RDC à l'ONU a pressé M. Ban de nommer rapidement un envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, comme prévu dans l'accord d'Addis Abeba. Pendant ce temps, des médias font état d'un accord en vue qui serait signé très prochainement entre le président Joseph Kabila et le général Makenga du M23, notamment pour l'intégration des rebelles au sein de l'armée congolaise, une information démentie par le M23 lui-même, par la voix de Bertrand Bissimois, porte-parole du mouvement et rapporteur principal de la délégation du M23 à Kampala. Il est rentré à Bunagana ce mercredi pour le congrès du mouvement politico-militaire qui doit désigner officiellement demain son chef politique. Nous n'avons jamais discuté la matière d'intégration au sein de l'armée gouvernementale. Cela n'a jamais été question. Nous étions en train de traiter et d'entamer les questions sécuritaires, politiques, économiques et sociales. Nous avons donné nos conclusions au gouvernement congolais, nos revendications au gouvernement congolais par rapport à tous ces 3 points. Le gouvernement congolais y a répondu de sa manière en les qualifiant d'illégitimes. Eh bien, nous sommes heureux quand même d'apprendre que le gouvernement congolais veut quand même aller de l'avant et c'est une bonne chose. Mais nous ne sommes pas au courant d'un quelconque projet d'accord qui parlerait de cela et même de l'existence de ce projet-là entre nous et le gouvernement congolais. Si le gouvernement congolais a l'intention de signer un accord avec le M23, eh bien, il faut rentrer maintenant sur la table des négociations pour négocier toutes ces questions que nous avons posées de manière à nous amener à un accord qui pourrait amener la paix pour notre peuple et qui pourrait également garantir la paix également à tous les pays voisins. À ce propos, comment vous positionnez-vous par rapport à M. Rouniga ? M. Rouniga n'est plus seulement ex-président du M23, mais il est également recherché par le M23 pour des actes de terrorisme qu'il a menés contre notre mouvement. Nous venons d'apprendre que M. Rouniga et son groupe viennent de signer un accord avec les FDLR. Eh bien, nous comprenons qu'il se trouve dans une situation assez compliquée où il n'a plus où aller et maintenant il signe des accords comme ça avec d'autres, avec des forces négatives. Celui qui fait l'intérim de notre mouvement, c'est le général Makenga qui est le vice-président du mouvement. Demain, jeudi, nous allons organiser le congrès du mouvement et au cours de ce congrès, les membres du mouvement vont décider de la personne qui pourra prendre la tête de la politique de notre mouvement. Donc, il y a un congrès qui va décider de la nomination du nouveau président du M23.
Ça va être décidé ici à Bunagana où moi-même je viens d'arriver pour participer à ce congrès. Vous n'avez pas reparlé au gouvernement depuis un mois à Kampala, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors que faites-vous encore à Kampala si vous n'avez pas eu l'occasion de discuter encore avec le gouvernement? Eh bien parce qu'on ne nous a pas signifié que le processus de paix avait connu une panne ou qu'il s'est arrêté. On nous a fait croire que le processus est toujours en marche et que les négociations de Kampala sont toujours en instance. Et alors, nous avons dit dans notre démarche à nous et dans nos convictions à nous, nous sommes à Kampala et nous allons y rester jusqu'à ce que nous signions un accord de paix global qui puisse résoudre les problèmes des Congolais. Bertrand Bissimois est porte-parole du M23. Il était joint à Bunagana en RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila compte signer un accord avec le mouvement rebelle M23 le 15 mars prochain à Kampala, en Ouganda, en vue de mettre fin à la crise dans l'est du pays. Cet accord vise l'intégration des éléments de la rébellion proche du général Sultani Makenga dans l'armée nationale, les FARDC. Cette initiative, qui n'est pas une première en RDC, suscite déjà beaucoup de réactions. Je vous propose d'écouter l'analyse de Giavira Mushizi. Il est professeur de philosophie politique à l'université de Bukavu. Toute tentative de résoudre la question en ne voyant pas le fond du problème, eh bien c'est du colmatage. Ce qui se passerait dans ce cas de figure, on reviendrait à la case de départ. La case de départ, c'est laquelle? La plupart des militaires qui sont aujourd'hui dans le M23, qui font la guerre, c'est des anciens des FARDC. Et donc là, ça reviendrait vraiment à la case de départ, avec en plus que, on risque de laisser de côté une armée tampon qui risque de reprendre la guerre de plus belle et donc de perpétuer l'insécurité telle que nous la connaissons. Alors dans ce cas, comment résoudre cette situation-là? L'idée d'un dialogue qui réunisse les plus grandes pointures politiques, que ce soit militaires, les forces vives du pays, l'idée d'un dialogue de ce genre-là me semble importante. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a nettement l'impression que le pays est géré sur fond de mensonges, d'hypocrisie. Et ce serait un grand moment où on se dit la vérité et où on renoue avec un moment fondateur qui permet à la nation de prendre une nouvelle direction. Mais il y a déjà eu des rencontres de ce type-là. Pour dire les choses de façon courageuse et claire, on a vraiment l'impression, tel que le Congo fonctionne, que le président Kabila, c'est l'arbre qui nous cache la forêt. Au lieu d'engager toute la machine politique, toute la machine diplomatique dans la voie d'une solution, le président préfère traiter lui-même les questions directement avec les pays voisins, les pays agresseurs. Mais moralité de l'affaire, on a l'impression précisément qu'il y a là une sorte de gouvernance qui essaie d'exclure une partie importante de la nation et qui essaie de trouver des solutions sur mesure aux problèmes qui se posent à toute une population. Et donc, ce qui manque, c'est précisément ce moment de vérité, ce moment de refondation. Et c'est ça que l'opposition réclame. Le président devrait cesser de chercher des solutions appropriées à lui-même. Il devrait voir la question de la nation telle qu'elle est intégralement. Ça serait beaucoup plus fiable. Donc, si je vous comprends bien, cet accord avec le M23 ne résoudrait rien. Vraiment, là, je vais être clair, c'est des arrangements personnels. Je ne vois pas ce que les provinces du Congo font là-dedans. Je ne vois pas ce que les grands leaders politiques du Congo font là-dedans. Je ne vois pas ce que la pauvre population congolaise tire là-dedans. C'est des arrangements, c'est clair. L'origine proche de tous les malheurs du Congo actuellement, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Giavira Mushizi, professeur de philosophie politique à l'université de Bukavu, a été joint par... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Merci de votre fidélité. Événement aujourd'hui à Bunagana, en République démocratique du Congo. Le M23 tient un congrès politico-militaire, l'occasion pour les partisans de Sultani Makenga de désigner le général comme président du mouvement du 23 mars. Une nomination qui intervient, vous le savez, quelques jours après la mise à l'écart de Jean-Marie Runiga. En cause, les liens supposés du pasteur avec le général Bosco Ntaganda. Ce matin, en exclusivité sur la Voix de l'Amérique, M. Runiga sort de son silence. Il accuse ses adversaires de s'être fourvoyés et promet de poursuivre sa lutte. On l'écoute. Quel petit groupe ont fait défection parce qu'ils ont reçu l'argent de M. Kabila et ils sont désormais du FARDC. Ils se sont ralliés au gouvernement de Kinshasa. Mais le M23 va continuer sa lutte. Nous sommes représentés à Kampala, les chefs de la délégation, M. François Ruchokoza, le secrétaire exécutif, est toujours avec moi et d'autres camarades. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai remplacé certains, j'ai envoyé la liste pour remplacer certaines personnes là-bas. C'est ma signature qui reste valable.
Où vous trouvez-vous actuellement? Je n'ai pas fui Bunagana, je me suis déplacé de Bunagana, j'étais en mission de service dans le territoire de Nyiragongo et je suis toujours à Nyiragongo, précisément à Kibumba. Comment voyez-vous l'intronisation à la présidence du M23 qui aura lieu ce jeudi à Bunagana de Sultani Makenga? Je pense que le M23 est un indivisible, c'est celui que je dirige, mais c'est Sultani Makenga a pris l'option d'aller au FRDC, de se rallier avec Kabila et ses alliés FDLR. Nous avions 9 brigades, je contrôle 7 brigades, M. Makenga a 2 et les 2 là sont en train de faire défection pour entrer là où nous sommes. Donc cela n'engage que lui-même. Nous pensons que ce qu'ils sont en train de faire là-bas, ce n'est pas le M23, c'est plutôt un mouvement de la majorité présidentielle dirigé par Kabila. On vous accuse d'avoir rejoint le général Bosco Ntaganda. Quelle est votre réponse? Ça, c'est de l'intoxication et c'est une manipulation. Ils cherchent à détruire notre image. Je n'ai jamais rejoint ou je ne suis pas avec le général Bosco Ntaganda. Makenga a été avec lui au CNDP pendant 5 ans. Kabila a été avec le général Bosco pendant 4 ans. Ils ne l'ont pas arrêté. Il n'y a pas 1 mois et demi, le général Makenga a dit que Bosco Ntaganda était à Masisi et que c'est Kabila qui connaissait là où il était. Comment aujourd'hui il peut dire que moi j'ai rejoint Bosco Ntaganda? Pourquoi il ne l'a pas arrêté? Parce que c'est lui qui était chef d'état-major général. Il avait les troupes avec lui. Il n'avait qu'à arrêter Bosco Ntaganda et les présenter. Moi, je pense que c'est pour justifier la corruption qu'il a reçue de M. Kabila, sachant que la marchandise qui peut passer aujourd'hui au niveau de la communauté internationale, c'est parler de Bosco Ntaganda. Et vous, que pensez-vous personnellement du général Bosco Ntaganda? Le général Bosco Ntaganda, c'est un Congolais qui a reçu les grades de général du gouvernement, de la part du gouvernement congolais. C'est Kabila qui lui a donné les grades de général. Les accusations, disons, qui sont à sa charge ne sont pas du M23. Et tant que Bosco Ntaganda n'a pas été jugé, je crois qu'il jouit de la présomption d'innocence. Vous n'étiez pas favorable à un retrait militaire du M23 lorsque votre mouvement avait pris Goma. Pourriez-vous retourner dans la capitale provinciale du Nord Kivu? Lorsque nous avons pris Goma, moi je n'ai pas refusé, mais j'avais posé des conditions. J'avais posé quelques conditions et aujourd'hui l'histoire me donne raison. Pour le moment, nous sommes encore dans l'option de négociation de Kampala. Et si M. Kabila finit l'accord avec Makenga qui est déjà avec lui, nous allons dire que c'est un accord entre le gouvernement de Kinshasa et ses alliés. Nous allons continuer à utiliser tous les moyens possibles pour défendre les intérêts des Congolais et poursuivre nos objectifs. Est-ce qu'une réconciliation est possible entre vous et le général Makenga? La réconciliation est possible entre nous s'il renonce à la corruption qu'il a reçue de la part de Kinshasa et s'il accepte d'entrer à respecter la vision du M23 qui est celle de restaurer la dignité du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. Pourquoi aujourd'hui sortir de votre silence sur les ondes de la Voix de l'Amérique? Je sors du silence, de mon silence, parce que beaucoup de mensonges, disons, a été donné à notre sujet sur ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai voulu clarifier la situation. J'ai dit que le M23 reste indivisible et le M23 va continuer sa lutte tant que M. Kabila n'acceptera pas de pouvoir restaurer la bonne gouvernance en République démocratique du Congo et tant qu'il n'y aura pas un leadership visionnaire et responsable dans notre pays. Le M23 va continuer parce que c'est l'aspiration de tous les Congolais. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, l'armée contrôle la ville de Kichanga à l'est du pays. Selon la MONUSCO, la mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC, d'intenses combats ont opposé les forces congolaises aux éléments de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, la PCLS. Mais pour le porte-parole des FARDC, les forces armées congolaises, les combattants rebelles étaient déjà partis au moment de leur entrée à Kichanga. Il n'y a donc pas eu de combat ni de victimes. Écoutons les précisions du colonel Olivier Amouli, porte-parole de l'armée congolaise,
au Nord Kivu, joint par Liliane Niacha. C'est lundi, vers midi, que les FARDC ont finalement mis fin à l'imbroglio, notamment qui a été causé par les Maïmaï APCLS et qui a causé un afflux massif de population. Et c'est ainsi que les FARDC sont arrivés à Kichanga afin d'arrêter ces agissements et de sécuriser les populations civiles. Quel est le bilan de cette offensive contre les groupes rebelles? Lorsque les FARDC sont arrivés pour récupérer la cité de Kichanga, il n'y avait plus de Maïmaï APCLS et donc la cité a été reprise sans qu'il y ait affrontement. Donc il n'y a aucun bilan disponible pour l'instant. Tout s'est passé à la normale. On parle quand même d'une vingtaine de civils tués. Les civils qui ont été tués, c'était dans les affrontements qui ont précédé 72 heures avant. C'est lundi quand les FARDC sont entrés. Il n'y a pas eu mort de civils parce qu'ils sont venus uniquement pour stopper ces massacres-là. Ce qui s'est passé à Kichanga la semaine passée, c'est vraiment horrible et nous avons même présenté des excuses au nom de la hiérarchie militaire aux familles victimes de ces atrocités. L'armée congolaise n'a fait que repousser à 6 km de la ville de Kichanga les éléments de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain APCLS. Ne risque-t-il pas de revenir dans la ville de Kichanga? Les dispositions sont déjà prises d'une manière beaucoup plus efficace afin que les populations ne puissent plus subir ce qu'ils ont connu il y a pas longtemps. À l'instant, le colonel Olivier Amouli, porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu. À vous. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge s'inquiètent de l'impact des affrontements qui font rage depuis la fin du mois de février entre l'armée congolaise et l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, groupe armé rebelle opérant dans la zone de Kichanga, dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces combats ont déjà coûté la vie à près de 80 civils et fait une centaine de blessés, ainsi que des dizaines de milliers de déplacés. On écoute Marie Servan Jonker, porte-parole du CICR. Depuis plusieurs jours, il y a eu d'intenses combats dans la ville de Kichanga, qui se trouve au nord de Goma, dans les territoires de Masisi. Et à cette occasion, une partie de la ville a été détruite, des maisons ont été brûlées, ce qui a entraîné la fuite de centaines de familles de cette ville. Il y a aussi eu de nombreux blessés et de nombreux tués parmi les militaires, mais aussi parmi les civils. Et c'est donc une situation de violence qui n'épargne pas les civils et qui est une situation très préoccupante pour le CICR. L'hôpital Saint-Benoît, qui est l'un des 2 hôpitaux de la ville, a également été atteint par des obus. Même si aujourd'hui on ne peut pas dire si le tir a été intentionnel ou pas, ce qui est important de préciser, c'est que dans des régions qui sont déjà extrêmement touchés par l'insécurité et qui ont très peu de centres de santé adaptés pour traiter les personnes qui sont blessées ou malades, le fait que ce genre d'hôpitaux soient touchés pendant les violences réduit encore, si vous voulez, la couverture médicale et sanitaire de la population. Conformément au droit international, les combattants doivent faire une différence entre les civils et les milices et les militaires. Et pourtant, on constate que, en fait, les civils font les frais de tous ces combats. Alors c'est en effet ce que dit le droit international humanitaire, qui est vraiment la règle de base, la pierre angulaire du droit international humanitaire, du droit de la guerre. C'est en effet de faire une distinction entre les civils et entre les militaires, entre ceux qui se battent. Malheureusement, dans cette partie du monde, et particulièrement ces dernières semaines, ces derniers jours dans cette région, il y a encore eu trop de civils qui ont été touchés par les violences et par les combats. Vous avez déployé une équipe chirurgicale à l'hôpital Ndosho de Goma. Alors, suite au regain de combats et de violences à la fin de l'année 2012, nous avions déjà une équipe chirurgicale qui travaillait avec le personnel de l'hôpital de Ndosho à Goma pour tous les blessés de guerre en provenance du nord de la province. Aujourd'hui, nous avons dû envoyer une deuxième équipe pour faire face à l'afflux de blessés de guerre qui viennent de cette zone, de Kichanga. Depuis le 26 février, date de début des combats, nos collègues ont déjà fait plus de 105 opérations et nous avons également augmenté la capacité d'accueil de l'hôpital pour pouvoir accueillir plus de blessés. On écoutait Marie Servan Desjonker, porte-parole du CICR, et entre-temps, la mission de l'ONU en RDC cherche à rassurer. La MONUSCO affirme apporter son soutien militaire au FARDC pour empêcher les miliciens de l'APCLS de retourner à Kichanga. Jacques Aristide a joint le porte-parole militaire de la mission, le lieutenant-colonel Félix Prosper Basse.
La semaine dernière, nous avons assisté à des affrontements assez meurtriers à Kichanga entre l'Alliance pour un Congo libre et souverain et les troupes gouvernementales de la République démocratique du Congo, et au cours desquels à peu près 80 personnes ont été tuées, une centaine de blessés. Mais présentement, l'armée congolaise a reconquis la cité de Kichanga, et aujourd'hui nous avons à peu près 5 000 à 6 000 déplacés, mais l'armée congolaise de 812e régiment contrôle toujours la cité et a pu quand même repousser les combattants de l'Alliance pour un Congo libre souverain, de repousser vers le nord. Donc la situation, disons, est un peu calme. Selon la Croix-Rouge, des cadavres jonchaient les rues, l'ampleur des destructions est considérable. Est-ce également votre constat? Ces corps sans vie qui ont été retrouvés dans la ville et dont vous faites allusion, effectivement, nos patrouilles ont elles-mêmes rendu compte de ces corps. Ils ont à peu près une soixantaine de corps, aussi bien des civils que des personnels, que des gens en uniforme dans la ville. Il y avait aussi 6 blessés graves, des civils, qui ont été évacués médicalement par hélicoptère par la MONUSCO dans la journée du 5. Et que fait la MONUSCO pour protéger la population? La MONUSCO, comme vous le savez, d'abord assure la sécurité des populations qui sont venues trouver refuge auprès de sa base, mais aussi nous continuons à mener des patrouilles dans la ville pour essayer de prévenir toute attaque ou toute exaction contre les populations civiles. À ce titre d'ailleurs, nous avons déployé une unité rapide d'intervention qui est au centre de la ville de Kichanga, sans compter nos patrouilles aériennes par hélicoptère pour essayer de surveiller de manière très étroite la situation sécuritaire qui est actuellement dans Kichanga. Et nous avons aussi renforcé nos effectifs en prélevant des troupes à partir de notre base opérationnelle de Mouchaki que nous avons projeté à Kichanga pour venir et de renforcer et de donner un coup de main aux casques bleus qui sont déjà là-bas et qui font un excellent travail. Le lieutenant-colonel Félix Prosper Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO, il était joint à Kinshasa par Jacques Aristide. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a demandé mardi au Conseil de sécurité de renforcer rapidement la mission de l'ONU en RDC, mais voilà, plusieurs pays s'interrogent toujours sur l'opportunité de créer une brigade d'intervention rapide, d'autant que le prochain président du Conseil à partir du 1er avril sera le Rwanda, alors même que Kigali est accusé par l'ONU de soutenir le M23, l'un des groupes armés actifs en RDC, que la brigade est censée précisément combattre. Selon des experts onusiens, les rebelles du M23 ont été aidés et armés par le Rwanda et l'Ouganda, même si ces deux pays ont démenti ces allégations. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Question dans l'actualité de ce jeudi. Que fait l'ONU en République démocratique du Congo? Question qui revient après les affrontements qui ont fait beaucoup de morts et de blessés ces derniers jours dans la petite ville de Kichanga, au pied du massif du Massissi, dans le Nord Kivu, c'est dans l'est du pays. Des affrontements violents entre les soldats de l'armée régulière des FARDC et une milice d'autodéfense locale, l'APCLS, l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain. Bruno Minas, vous êtes le correspondant de RFI à Kinshasa. Sur place, l'ethnie locale reproche à la MONUSCO, à l'ONU, d'avoir choisi le camp des agresseurs. À Kichanga, selon différentes sources, 55 à 80 personnes ont été tuées, beaucoup de blessés, d'innombrables déplacés et un centre dévasté. Cela s'est produit dans une ville où la MONUSCO a un camp militaire. Encore une fois, chacun s'interroge sur le rôle joué par les casques bleus pendant le massacre. Nous avons agi, se défend le porte-parole militaire, le colonel Bass. Nous avons déployé des patrouilles robustes. Nous avons survolé toute la zone. Nous avons tiré avec nos hélicoptères de combat pour empêcher l'avancée des troupes de l'APCLS vers les populations. Mais c'est précisément le positionnement de la MONUSCO en soutien à l'armée nationale qui est critiqué par un notable de la communauté locale Baoundé, Pierre Kouado. Quand l'ONU dit qu'elle doit aller du côté des forces régulières, c'est vrai, c'est le principe. Mais où sont les forces régulières? À Kichanga, les 812e brigades, qui sont des FARDC,
mais sont tous des membres du CNDP. Et le CNDP, c'est le M23. Pour le moment, ce 812e régiment des FARDC tient Kichanga, alors que les miliciens de l'APCLS se sont retirés hors de la ville. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À présent en Afrique centrale, en République démocratique du Congo, la confusion s'installe de plus en plus au sein de la rébellion du M23 avec la nomination de Bertrand Bisimwa comme président de l'une des ailes de ce mouvement. Bisimwa était jusque-là le responsable de la communication du M23. Ces dissensions interviennent dans un contexte marqué par des progrès relatifs dans les négociations entre le gouvernement de la RD Congo et la rébellion du M23. À Kinshasa, Lubunga Biaombe. Cette confusion au sein de la rébellion du M23 intervient au moment où l'on parle de plus en plus de la fin des négociations de Kampala avec le gouvernement de la RDC. Selon les observateurs, l'aile fidèle au chef militaire Sultani Makenga serait disposée à signer un accord visant l'intégration de ses troupes dans l'armée gouvernementale ainsi que la participation de ses cadres politiques dans la gestion du pays. De l'autre côté se trouve l'aile dite radicale qui est dirigée par Jean-Marie Runiga et qui soutient deux officiers recherchés par la Cour pénale internationale. Il s'agit du général Bosco Ntaganda ainsi que de son bras droit Baudouin Garouye. Notons que la même situation est vécue à Kampala où le M23 se retrouve désormais avec deux délégations. À Kinshasa, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé de manière officielle pour savoir laquelle des deux ailes signera l'accord de paix, probablement lors d'une cérémonie solennelle le 15 mars prochain à Kampala. Les mêmes observateurs pense que le Rwanda, accusé à tort ou à raison de soutenir la rébellion congolaise, se verra obligé de lâcher l'aile du général Bosco Ntaganda. Le Rwanda a en effet signé l'accord cadre d'Addis Abeba dans lequel tous les pays s'engagent à ne plus soutenir des personnes poursuivies pour crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité. De son côté, la société civile du Nord Kivu dit craindre que dans un mouvement de désespoir, Bosco Ntaganda, dont les troupes se trouvent à une vingtaine de kilomètres de Goma, ne soit tenté de capturer une fois de plus cette ville, la capitale provinciale du Nord Kivu. Kinshasa, Lubunga, Biaombe pour BBC Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le M23 a un nouveau président. Le M23 que dirige le général Makenga vient de nommer président son ancien porte-parole Bertrand Bisimwa en remplacement du bishop Runiga. J'ai pu joindre M. Bisimwa lui-même au QG du M23 à Bunagana. Bon, ça signifie la charge, la conduite de la vision du mouvement et la mise en œuvre de son programme politique. Et vous savez, la cause du mouvement, c'est des problèmes de société que nous revendiquons. Et nous sommes donc chargés de pouvoir porter l'étendard de cette lutte. Et ce qui n'est pas facile pour nous. Nous pensons que c'est une lourde responsabilité que nous devons assumer. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai demandé le soutien de tous les membres du mouvement pour que nous soyons en mesure de porter cette charge et jusqu'à obtenir la paix pour notre population. Alors, que dire maintenant au sujet de vos rivaux, de M. Runiga? Nous n'avons pas de rivaux. M. Runiga n'est pas notre rival. Le bishop Runiga a été le président de notre mouvement et il s'est fait qu'il y a des faits qui ont été mis à sa charge, ce qui ont conduit à sa destitution. Et nous regrettons qu'aujourd'hui, il soit pris en otage par un groupe d'indisciplinés et qu'il soit utilisé, qu'il soit contraint à dire des choses sur les médias. Nous les regrettons. Mais notre mouvement travaille pour que les choses reviennent à la normale autour de M. Runiga. Et parce que vous savez aussi qu'il y a certains de nos militaires qui ont été pris en otage. Et chaque fois qu'ils essaient de fuir, ils sont tués. Et nous sommes en train de mettre le paquet qu'il faut pour obtenir leur libération. Et ce qui ne sera pas tardé, je peux vous le promettre. Alors, quelle solution doit-on maintenant attendre ou quelles sont vos instructions pour Kampala? Et les instructions pour Kampala sont claires. Nous devons rester dans le cadre des résolutions des chefs d'État de la CIRGL qui avaient circonscrit le cadre dans lequel nous devons présenter nos revendications. Et notre délégation a été briefée par rapport à cela. Et donc, elle attend que la partie gouvernementale revienne sur la table des négociations pour que nous puissions reprendre les négociations. Et peut-être d'ici les 15, comme les chefs d'État
l'ont recommandé à Addis Abeba, nous puissions signer un accord de paix. Bertrand Bisimwa, nouveau président du M23. Au Nord Kivu, les combats qui ont opposé à Kitshanga entre le 26 février et le 5 mars les FARDC gouvernementales aux miliciens de l'APCLS ont fait 80 morts, des centaines de blessés et près de 100 000 déplacés selon des sources humanitaires. Mais nous dit Radio Okapi, les notables de Massissi n'attribuent pas la responsabilité de ces combats aux deux belligérants. Ils pensent que ces affrontements sont dus au conflit ethnique attisé par certains politiciens. J'ai demandé à notre confrère Magloire Paluku, directeur de la radio Kivu 1 de Goma, de nous expliquer cet aspect ethnique du conflit et aussi de nous dire, puisqu'il se trouve à Kampala, ce qu'il faut maintenant attendre de ces pourparlers après la scission au sein du M23. D'abord, les APCLS. L'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, c'est en effet une organisation créée par un certain Janvier Karahiri, il s'est surnommé d'ailleurs général. En effet, c'est un groupe ethnique, comme dans chaque presque ethnie au Nord Kivu, chaque groupe ethnique a ses miliciens. Et là, les APCLS, c'est un groupe de l'ethnie Houndé qui veut protéger les terres Houndé ou les terres de Massissi, dans ce territoire très riche, très agropastoral du Nord Kivu, qui est envahi selon les miliciens Houndé APCLS par les rwandophones. Et là, les rwandophones, il faut différencier les rwandophones Hutu et les rwandophones Tutsi, puisque le Massissi, avec sa richesse dans les fermes et l'élevage et l'agriculture au même moment, il y a une guerre des terres qui date de plusieurs années déjà. Dans les années 80, ça a été récurrent jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes à Kampala où vous suivez les pourparlers entre le gouvernement et le M23. Mais quel M23 est après la scission au sein de ce mouvement? Selon les dernières informations, certaines organisations régionales travailleraient pour que les deux ailes du M23 au moins s'entendent le temps de signature de cet accord de Kampala qui pourra intervenir dans quelques jours. Ou alors, l'aile qui semble être la plus fréquentable, qui n'est pas trop encombrante, semble être l'aile du général Makenga, parce que là, cette aile n'a pas Bosco Ntaganda qui, lui, est recherché par la communauté internationale. Normalement, depuis ces 2 derniers jours, il semble y avoir des tractations internes pour qu'ils s'entendent à un moment donné et que quand même que chacun puisse retrouver une voie de sortie de cette crise par l'accord qui sera signé ici. Alors, est-ce que Runiga a les moyens de s'opposer à un accord éventuel entre Makenga et Kinshasa? Mais je ne vois pas comment ça va se passer, parce que l'aile Runiga semble avoir plus de combattants redoutables, des noms redoutables comme Bosco Ntaganda ou Séraphin Mirindi, qui sont des noms assez connus ou garouillés, mais qui sont des noms entachés déjà de l'aura ou de l'ombre Ntaganda. Ça semble un peu être vraiment une grosse épine dans le pied de Runiga. Mais ce que je venais de dire, l'aile Makenga aussi, bon, pour certaines classes, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, les deux, mais au moins, je ne vois pas l'aile Runiga peser trop fort en ce moment si l'ombre Bosco Ntaganda plane toujours sur son aile. Ça sera un peu difficile. C'était de Kampala, notre confrère Magloire Paluku, directeur de la radio Kivu 1 de Goma. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La région des Grands Lacs à présent, avec une semaine qui a décidément été marquée par plusieurs déchirures dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous parlions hier des combats qui font rage à Kitshanga, mais la lutte sur le plan politique continue elle aussi, et le mouvement rebelle du M23 s'est scindé en deux. Alors d'un côté, le M23
canal historique, si je puis dire, dirigé par Sultani Makenga. De l'autre, la partie qui s'est ralliée à Bosco Ntaganda. Ces divisions au sein du mouvement posent problème alors que les négociations continuent à Kampala entre les représentants du M23 et des émissaires des autorités de Kinshasa. Les explications de notre correspondant à Goma, John Kanyonyu. Cette cacophonie au sein du M23 semble semer la confusion dans les dialogues entre les délégués du gouvernement de Kinshasa et celui du M23, alors que les pourparlers continuent à Kampala. Mais face aux divisions qui sont apparues au sein du M23, quel est désormais l'interlocuteur des autorités congolaises? Le nouveau président du M23, El Makenga, Bertrand Bisimwa, vient d'être investi à Bunagana. Il a laissé entendre que l'interlocuteur valable de Kinshasa à Kampala, c'est la branche qui lui dirige. Notre légitimité va de soi. Et nous demandons aux médiateurs de tirer les conséquences de la réalité de terrain. Parce que la réalité de terrain veut que ça soit nous, les M23, le vrai M23, qui soyons en contradiction avec le gouvernement congolais et que donc c'est nous qui devons discuter avec le gouvernement congolais. De son côté, l'évêque Jean-Marie Runiga, qui a institué son quartier général à Kibumba, une localité située à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma, pense au contraire que la seule délégation légitime du M23 est celle dirigée par François Ruchogoza. Les M23 réitère son engagement et sa volonté manifeste de poursuivre les dialogues avec sa délégation conduite par son secrétaire exécutif, M. François Ruchogoza. Car celui-ci reste, je parle du dialogue, reste la meilleure voie pour résoudre l'impasse politique en République démocratique du Congo. Ici est de vous signaler que moyennant quelques modifications de sa composition liées à son efficacité, la direction politique et le haut commandement militaire du M23 ont renouvelé la confiance en la délégation présente à Kampala. L'aile du M23 dirigée par Bertrand Bisimwa s'est dit prête à récupérer son territoire occupé selon le général des brigades Makenga Sultan, illégalement par l'évêque Runiga. En attendant, les Congolais espèrent que la signature rapide d'un accord mettra enfin un terme au dialogue entamé à Kampala et surtout aux violences dans la région. Car pour l'instant, la population qui vit dans les territoires disputés par les deux groupes rivaux vit toujours la peur au ventre. John Kanyonyu à Goma pour la Deutsche Welle. Dans le nord-ouest maintenant de la République démocratique du Congo, ce sont 24 000 réfugiés centrafricains qui sont désormais recensés. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, fait savoir qu'il a assisté jusqu'à présent 3 500 enfants centrafricains, donc parmi ces réfugiés, qui manquent de nourriture.